tu peux pas t'en sortir. Tu peux Mmh. pas t'en sortir parce que quand tu es dans la pauvreté, le moindre choc, petit choc, en fait, va te mettre encore plus dans la pauvreté. Tu vas essayer de rattraper ce petit choc, mais tu vas forcément, la vie fait que tu vas forcément avoir d'autres besoins, d'autres demandes qui font que toujours tout ce que tu vas gagner, qui Mmh. va être minimal, va toujours servir à essayer de te maintenir la tête hors de l'eau, mais va jamais arriver à te mettre hors de l'eau vraiment. La microfinance est un des outils, parmi d'autres, qui permet à ces personnes-là de saisir des opportunités et vraiment se sortir de la pauvreté concrètement. Ça peut avoir un effet de boule de neige, c'est-à-dire, que eux, en sortant de la pauvreté, peuvent engager du Exactement, personnel qui viennent exactement, les aider, qui donc on exactement. on a un effet de boule de neige sur l'ensemble Tout des à fait. territoires sur lesquels Ouais, vous ou les associations en général exactement. travaillent. Bienvenue dans nos vies au Japon. Je suis Sébastien Ricci, architecte d'intérieur basé à Osaka, et je vous emmène à la rencontre de parcours uniques au Japon. Maintenant, place à l'épisode. Tip, tip top. Alors voilà, merci. Bonjour Bénins, Sébastien. bonjour à tous pour un super épisode, en fait un peu nouveau pour moi, parce qu'en fait cet épisode, on va participer au podcaston, qui est, j'ai vu sur internet récemment qu'on est plus de 2000 à s'être inscrits. En tout cas, le podcaston France, je ne sais pas s'il y en a un peu partout dans le monde, mais en tout cas, des podcasteurs français francophones, il y en a plus de 2000 d'inscrits sur le C'est site. incroyable. Ouais. Et ça se passe, donc il sera publié entre le 14 et le 20 mars. Ok. Et ça permet de mettre en lumière des associations caritatives. Moi, je voulais le faire, je trouvais ça cool l'idée, et t'es tombé un peu par hasard, parce que trouver quelqu'un francophone qui s'occupe ou qui travaille pour une association, qui veut mettre en avant une association au Japon et à Osaka, ça a limité quand même pas mal le nombre Effectivement. d'intervenants. Effectivement. Et du coup, tu es tombé, et en plus, l'association, c'est une belle association, et ben, j'aimerais profiter de cet épisode, un peu comme à son habitude, de te présenter, de comprendre un peu ton parcours, Ouais. et on profitera bien sûr d'expliquer le rôle de l'association, Ouais. ton rôle dans l'association, comment tu arrives à piloter tout ça depuis le Japon. Mm. Je trouve aussi intéressant de le comprendre. Et voilà, déjà un beau programme devant nous. Super. Est-ce que tu Super. veux bien peut-être te présenter pour qu'on comprenne qui tu es? Bien. Alors, je m'appelle Bénigne, je suis français. Alors Bénigne, c'est un prénom français, c'est un prénom dijonnais, prénom régional, Ok, c'est pas connu, mais il y a une cathédrale Saint-Bénigne à Dijon, et ok. je suis né à Dijon, et donc voilà, d'où mon prénom, pour évacuer cette question dès le début. J'ai 50 ans. Je suis arrivé au Japon. En fait, ma femme est japonaise, donc on est mariés depuis plus de 20 ans maintenant, et depuis 20 ans. Et, euh, et donc, on a vécu une première fois au Japon à Tokyo entre 2005-2006 pendant 18 mois. Et puis après, on a vécu ailleurs, en Belgique, en France, puis aux Philippines, au Cambodge. Et, et on est revenu s'installer au Japon il y a presque 4 ans maintenant. Et tu as des enfants aussi, hein, Alors, qui on a ont, qui ont 4 enfants. On a 4 enfants, quatre ok. enfants. 2 sont nés en Belgique, un en France et un aux Philippines. Ok. Et voilà. Et on habite à Kyoto. Donc, on s'est installé à Kyoto parce que l'école française, en fait. Nos Ah, enfants sont scolarisés dans le système français. Et donc, il l'était aux Philippines, il l'était au Cambodge, et donc on a continué dans la même voie. Et donc maintenant, ils sont au lycée français à Kyoto. à Kyoto. Et ta femme vient de quelle région? Elle est de Kobe. Elle De est Kobe. originaire de Ok. Kobe, donc ça Donc allait. ça va, c'est Ça, pas, ça, ça, ça reste dans le Kansai. ça reste, C'est pas trop ça éloigné reste de. cohérent. Oui, Ok, tout va bien. ça reste pas trop loin. Oui, mes beaux-parents sont à Kobe. Wow, tu nous raconteras aussi alors un petit peu comment s'est passé avec les enfants, tous ces voyages, parce Oui, que oui, il y a c'est à eu. chaque fois. Ils ont quel âge? Donc là, j'ai une grande qui a 18 ans, qui vient de rentrer à l'université. Elle est aux Pays-Bas maintenant. Ok, Et puis premier départ. après, premier départ, ouais. Et puis après, j'ai un grand de 16 ans, 12 ans et 10 ans. Ok, ok. Bravo, Voilà, voilà. bravo. Et à Dijon, ok. Et
Donc, pour comprendre un petit peu ton parcours, j'ai vu que sur LinkedIn, tu as fait beaucoup de travail tu as fait t'as beaucoup travaillé dans l'humanitaire Ouais, et aussi dans la finance, c'est juste? exact. C'est un peu le. Oui, Oui, c'est un peu le nœud, si tu veux. Donc, en fait, dans tout ce qui est développement et humanitaire, il y a beaucoup de branches différentes, il y a beaucoup de spécialités différentes. Et donc, déjà, tu peux faire deux grandes branches qui sont le développement et l'humanitaire. L'humanitaire Mhm. s'occupe vraiment des crises et donc intervient dans l'urgence. Là où le développement va essayer plus de travailler sur des thématiques long terme. Et, et voilà. Donc moi, je suis plus spécialisé en développement. Ok. Au début, j'ai démarré au Kosovo et enfin voilà, j'ai été sur des terrains un peu plus humanitaires, mais je me suis très vite spécialisé plus dans le développement. Et à l'intérieur du développement, il y a toute une partie qui est le développement économique, en fait, pour Ok. lutter contre la pauvreté. Euh, pour, et donc, il y a tout un pan de développement économique qui travaille sur principalement tout ce qui est micro-entreprise, tous les micro-entrepreneurs. Donc, quand vous allez voyager, si vous allez au Cambodge ou n'importe où, vous allez voir, il y a enfin, tout le monde est un peu micro-entrepreneur en quelque sorte. Hmm. Il y a beaucoup de petites boutiques sur le bord des routes. Il y a beaucoup de gens qui font, je sais pas moi, qui tressent des paniers, qui font des champs, des agriculteurs, voilà. Tout le monde a un peu son business. L'emploi formel est assez peu développé dans beaucoup de pays. Et donc, l'idée, c'est de soutenir ces Mhm. personnes-là pour qu'elles puissent saisir de nouvelles opportunités économiques, développer leur business et avoir de meilleurs revenus, des revenus plus stables peut-être, pouvoir faire face à des crises de manière plus Sereine. résiliente, Mhm. sereine, voilà, ce genre de choses. Ok. Donc il y a un gros... à l'intérieur de ce développement économique, il y a tout ce qui s'appelle la microfinance Mhm. donc qui a été très très à la mode à partir de 2005. En fait, Mohamed Younous, qui est un pionnier de la microfinance moderne, parce que la microfinance existe depuis toujours, Mhm. mais dans la microfinance moderne, Mohamed Younous, qui est aujourd'hui, qui dirige le Bangladesh, mais qui à l'époque était un professeur d'université, a créé la Grameen Bank au Bangladesh Ok. et a vraiment promu le microcrédit. Donc l'idée que euh, plutôt que de la charité, il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin plutôt d'avoir accès à des financements sous forme de crédit, sous forme de produits d'épargne, etc., Mhm. qui vont leur permettre de développer leur business, d'avoir comment, de saisir des opportunités économiques qu'ils ne pourraient pas saisir s'ils n'avaient pas un compte en banque, s'ils n'avaient pas accès à un crédit, s'ils n'avaient pas, voilà, ce genre de Ok. choses. De travailler un peu une espèce de rôle bancaire, mais à but non lucratif, Alors, ou entre guillemets lucratif, mais je vais expliquer. Alors, la ok, microfinance, c'est un peu, comment dire, complexe. c'est assez complexe parce que c'est bon, c'est assez technique. Mais la microfinance s'est développée, donc il y a eu plusieurs phases en fait dans la microfinance. Il y a eu toute une phase au début où c'était des ONG effectivement qui Mhm. faisaient des programmes de microfinance, donc qui distribuaient. Et donc là, il y avait vraiment un but non lucratif qui distribuait avec un taux d'intérêt, parce que l'idée c'est aussi que les programmes de microfinance soient pérennes dans la durée et donc qu'ils puissent générer des revenus pour couvrir leurs frais et Bien sûr. et donc, ça a été une première phase qui était plutôt ONG. Puis petit à petit, quand la microfinance on a démontré que la microfinance pouvait fonctionner, la microfinance s'est commercialisée Ok. avec comment dire? Des entreprises ou Alors avec des entreprises, donc ok, maintenant, aujourd'hui, il qui y a sont détachées des ONG et c'est ça, qui. c'est ça. Les ONG ont lâché leur programme, ont créé des entreprises à but lucratif qui ont continué à gérer et à développer la microfinance. Ok. À cette époque-là, l'idée, c'était vraiment de dire la microfinance fonctionne. Aujourd'hui, la microfinance dans le monde touche, je sais pas, moi, je dis des chiffres au hasard, mais touche 200 millions de personnes. Les besoins, en fait, c'est pas 200 millions de personnes, c'est 1 milliard de personnes qui a besoin de services financiers. On va mettre ça dans des structures commerciales qui vont avoir les épaules suffisamment solides pour pouvoir Mm. développer le microcrédit à grande échelle. Et si j'ai entre les grandes lignes, en fait, bon, il y a le but lucratif ou pas, mais surtout ce qui est intéressant,
c'est que vous offrez accès à ces services à des personnes qui, normalement, on leur dit non. Déjà, même ici, hein, je veux dire, C'est ça. même si ici, je crée ma société demain, et je vais à la banque, ils me regardent avec toi, un crédit étranger qui vient d'ouvrir une boîte il y a un mois. C'est- Ouais, je- ça va tout de suite risque risque super élevé. maximal et Euh, tu risques d'être voilà. Par contre, si tu appelles Toyota ou autre, là, on t'offre tout ce que tu veux, mais quand tu es, monsieur XYZ, que ça soit au Japon, en Suisse ou en ouais. Europe, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Donc, vous offrez quand même un accès plus facile à ces crédits, Alors, mais, ouais, mais le but, c'est pas qu'ils s'endettent. Le but, c'est le but, c'est qu'ils développent leur activité. leur Donc, il y activité. a quand même Ouais. un travail d'épaulé ou pas forcément. Alors, donc, Je dis si le- on reste général, oui, hein. oui, là, je reste en fait sur l'histoire un peu générale. Après, Ok. je parlerai de Good Return, donc Mhm. l'ONG pour laquelle je travaille. La microfinance, en fait, c'est un outil, si tu veux. Donc, la microfinance, tout dépend de comment tu l'utilises. Tu peux l'utiliser évidemment de bonne manière, en fait, Mhm. qui va permettre à la personne de, de se sortir peu à peu de la pauvreté, et ça a des effets. Enfin, il y a beaucoup d'études qui montrent que la microfinance est efficace. T'as des exemples, je sais pas, moi, un paysan qui peut acheter son tracteur, puis du coup, il peut faire beaucoup plus de champs. Oui, c'est Ou, ça. En fait, ça peut être des petites choses. c'est Enfin, exactement ça. C'est quelqu'un je sais pas, qui faisait des champs et puis qui, grâce à un microcrédit, va pouvoir acheter quelques poulets et démarrer un élevage de ok, ça peut poulets. même encore aller. Ça peut être quelqu'un qui a une petite boutique et qui prend un microcrédit et qui, grâce à ça, peut soit avoir un frigo et offrir des boissons fraîches. Ça peut être juste grossir son stock et vendre plus de choses. Ok, Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Ça peut être pour des choses. s'imager. Ça peut être plus. Ça, ça peut être quelqu'un qui fait de la boulangerie, qui veut juste étendre son business. Enfin, voilà, c'est Ok, ce genre de ok, choses. En général, c'est des entrepreneurs qui sont en activité et qui veulent développer les choses, en fait, ok. qui veulent développer leur business. Donc la microfinance, en fait, a aussi été assez décriée parce si elle est mal utilisée, elle est très dangereuse parce que tu peux Mhm. surendetter quelqu'un. Mhm. Donc le crédit, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose. En fait, si tu n'y as pas accès, ça peut vraiment t'empêcher de te développer, mais aussi le crédit, on le sait tous, c'est quelque chose de dangereux. Et donc, en essayant de démocratiser la microfinance à très large échelle, en fait, il y a eu pas Beaucoup mal de casse et d'excès. il y a eu des excès et il y a eu pas mal de crises dans la microfinance, des crises au Hmm. Maroc, en Inde, etc. Donc, euh, qui ont fait que, qui ont été dramatiques parfois, vraiment dramatiques. Donc, la microfinance est un outil très bien, mais il faut l'utiliser Ok, correctement. Et c'est là où, si je peux parler de Good Return, donc bien sûr. l'ONG pour laquelle je travaille maintenant, donc Good Return est une ONG australienne. On travaille en Asie-Pacifique uniquement. Et nous, notre credo, notre mission, c'est de soutenir donc les personnes vulnérables à avoir accès à des services financiers adaptés. Et donc, nous, on ne fait pas de microfinance directement, mais on soutient les organismes qui font de la microfinance pour qu'ils le fassent de manière plus inclusive et de manière euh, qui permettent de toucher un plus grand nombre de personnes, et notamment de personnes vulnérables. Et on travaille aussi avec les clients de microfinance en proposant des services de financial literacy. Alors, je travaille en anglais, donc j'ai parfois des mots anglais qui reviennent. Ouais, dans la finance, De, c'est pas le plus francisé ouais, des secteurs. du secteur. Donc, d'éducation financière, en fait, Ok. voilà, qu'est-ce qu'un crédit, pourquoi est-ce qu'il faut épargner aussi, comment est-ce que, quand on a un choc, quand on a un choc, comment est-ce qu'on peut organiser ses finances pour pouvoir faire face à des chocs, parfois un choc de santé ou un choc environnemental, en fait, hein, pour un paysan, par exemple. Euh, Quels sont les différents types de services financiers auxquels ils peuvent avoir droit? Quelles sont les questions à demander quand on prend un crédit? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Ce à quoi il faut faire attention? Donc toute cette éducation financière, en fait, on a un programme d'éducation financière et nous, on le fait pas directement, on est plutôt une petite ONG, Mhm. mais on forme on forme des formateurs euh,
parmi des Localement? partenaires locaux, voilà, OK, des partenaires OK. locaux. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer les partenaires locaux. D'une part, des partenaires qui vont former des clients à l'éducation financière, et d'autre part, travailler avec les banques et les institutions de microfinance qui délivrent du crédit et qui proposent des services financiers pour qu'ils fassent leur travail de manière voilà, plus inclusive en fait, et de manière Plus pérenne. plus pérenne, et voilà, mais plus sociale aussi, et qu'ils gardent cette mission sociale. Une institution de OK, microfinance, elle va avoir deux missions en fait. Elle va chercher à pérenniser son business, ouais, bien sûr. pouvoir encore travailler d'ici dans 15-20 ans, mais en même temps, elle va essayer d'avoir une mission sociale. Elle va essayer de... Voilà, donc ça dépend, mais en général, de sortir les personnes de la pauvreté en fait. OK, OK. Ouais, c'est technique. Je m'attendais pas que ça soit aussi enfin, entre guillemets, quand même relativement technique. Alors, ça paraît assez technique comme ça, c'est très concret en fait, hein, donc c'est vraiment des personnes, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment des entrepreneurs qui ont besoin d'argent à un moment T. Donc s'ils peuvent emprunter, ils vont Mmh. pouvoir faire quelque chose. S'ils peuvent pas, ils sont bloqués, et ils sont en fait loop, un cercle vicieux de la pauvreté, où quand tu es dans la pauvreté, en gros, tu peux pas t'en sortir. Tu peux Mmh. pas t'en sortir parce que quand tu es dans la pauvreté, le moindre choc, petit choc, en fait, va te mettre encore plus dans la pauvreté. Tu vas essayer de rattraper ce petit choc, mais tu vas forcément, la vie fait que tu vas forcément avoir d'autres besoins, d'autres demandes qui font que toujours tout ce que tu vas gagner, qui va Mmh. être minimal, va toujours servir à essayer de te maintenir la tête hors de l'eau, mais va jamais arriver à te mettre hors de l'eau vraiment. OK. La microfinance est un des outils, parmi d'autres, qui permet à ces personnes-là, à des personnes qui ont un esprit entrepreneurial aussi, hein, tout le monde n'est pas entrepreneur aussi, Mmh. mais ça permet à ces personnes-là d'avoir vraiment accès à des services financiers qui vont leur permettre de saisir des opportunités, et qui vont leur permettre de vraiment se sortir de la pauvreté concrètement. Et qui, là, ça peut avoir un effet de boule de neige, c'est-à-dire, que eux, en sortant de la pauvreté, peuvent engager du Exactement, personnel qui viennent exactement, les aider, qui donc exactement, on a un effet de boule de neige sur l'ensemble tout des à fait, territoires tout à fait. sur lesquels Ouais, vous ou les associations générales exactement. travaillent, peut, générer. Ouais, et nous, on a un focus aussi sur les femmes. Donc, on Ouais, ça travaille j'allais demander. pas exclusivement, mais on a quand même un gros focus sur les femmes, parce que c'est démontré aussi que quand on aide une femme, quand une femme sort de la pauvreté, en fait, elle soutient d'abord sa famille de manière comment dire, heu, plus certaine que si c'est un homme, Mmh. OK. et elle va aider sa communauté. Donc en fait, sortir une femme de la pauvreté va avoir un effet, boule de neige beaucoup plus important que... C'est prouvé? Enfin, c'est des Oui, c'est études, prouvé, c'est des études, hein, c'est voilà, vraiment des études, qui ont été donc faites, qui ont été faites, et qui on montrent aime très clairement on aime que... bien les casinos et les dépenser l'argent inutilement. Non, Ben oui, ça rentre dans les clichés, mais OK. il y a un petit peu il y a un petit peu de ça. OK. OK, OK. Donc il y a, ça a été étudié qu'il y a potentiellement plus d'impact, en soutenant Les femmes, les femmes et les oui, micro-entreprises, oui, soutenues par des femmes, que, que les hommes. Mais surtout, c'est votre créneau, le créneau que vous avez fait ce choix. oui. C'était Alors on n'est du pas exclusif, hein, je veux dire, on aide tout le monde, mais mais avec avec une avec une plutôt force. focalisée sur les femmes, Ouais. et c'est lié à quelque chose, pas de par ces études, et du coup parce que vous voulez avoir plus d'impact, ou est-ce que C'est c'est lié parce que l'association a été créée par, une femme ou un homme non, qui... créé par un homme. OK, c'est L'idée l'histoire derrière, tu la non, connais? en fait, l'idée, c'est que c'est aussi que, comment dire? Hem, que si c'est aussi nous, notre mission, c'est vraiment d'aider les personnes vulnérables, Mmh. et il est aussi démontré que les femmes ont moins accès à des services financiers que les hommes, Ah, en en fait. plus. Elles sont OK. socialement moins reconnues. Quand elles vont à la banque, elles se font rejeter plus facilement. Elles ont plus de difficultés à la banque parce que souvent elles ont des tâches ménagères qui les occupent à la maison à quasi plein temps, et donc du coup elles peuvent pas aller demander des services financiers. Elles font face à plus de contraintes, plus de barrières, et qui les rendent plus vulnérables aussi. Et à ce niveau-là, donc en fait, nous,
en visant, en soutenant principalement les femmes. Il y a cet effet boule de neige, mais il y a aussi remplir notre mission qui est vraiment d'aider les personnes en situation de vulnérabilité. Et donc les femmes en font partie, très clairement. C'est aussi documenté. Ok, C'est aussi documenté, mais on aide aussi les personnes en situation de handicap. Voilà, il y a tout un... Voilà. un programme large quand même. On est assez large, oui, oui, on n'est pas du Non. tout exclusif. Hein, Et quand tu dis Asie, vous parlez de dans quel pays vous avez Alors, plus ou moins le plus d'impact? ouais, on est alors au Cambodge, mais on a aussi des programmes au Népal, en Indonésie, aux Philippines, et après on est dans le Pacifique, on est à Fidji, Tonga, là en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles Salomon. Ok, Donc donc c'est vraiment la zone d'influence de l'Australie. large, large spectre. Oui, large spectre. Mais par exemple, on va pas du tout en Afrique ou en Amérique latine. C'est pas du tout des D'accord. terrains sur lesquels, même quand on a eu des propositions, on a décliné. Vous êtes resté sur. On est resté focus sur notre zone. Ouais. Et quand tu dis petite association, on parle de quoi en termes de personnes On est qui une cinquantaine de travaillent? personnes Ok, au total. Et voilà, au niveau réparties. budget, on est à peu près à 3 millions de dollars de dollars US par an. Ok. 2,5 millions, 3 millions. Voilà, donc c'est assez petit. Le, c'est aussi parce que nous, ce qu'on apporte, c'est surtout du savoir-faire, du savoir-être, et c'est pas des choses. Donc on n'a pas de stock, on gère pas de choses Voilà. matérielles, Puis si vous tu n'avez veux. pas le rôle de la banque non plus. Et on n'a Tu pas le rôle. expliquais, voilà. Oui, 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 Vous tout à avez fait. le rôle, donc si j'essaie de comprendre et d'interpréter, euh, tu, vous avez le rôle de formateur. On a plus un rôle de formateur, c'est Donc exact. d'aider, comme tu expliquais avant, d'aider des personnes et des locaux et des institutions, aussi de coordination, j'imagine du coup un petit Il y peu, a- ouais, enfin entre ces différents acteurs pour avoir un impact. C'est ça ou... coordination, ça peut, oui. Euh, en, f- en f- Tu j'essaye peux... de pas être trop technique en fait. Non, mais Euh, ou de donner des exemples de donner des assez exemples. simples Alors, si tu en as, si on on en a. va, on va faire un zoom sur le Cambodge. Ouais, Là, c'est là où on a le plus de programmes. On a une équipe là-bas qui est avec une dizaine de personnes, ok. 12 personnes. Et au Cambodge, donc, on travaille avec des ONG qui travaillent avec des personnes vulnérables. Et ces ONG, on les forme, on a des programmes où on forme des formateurs à l'éducation financière. Et comme ça, ils peuvent diffuser ces formations dans les communautés. Et Mhm. donc, quand ces personnes des communautés vont voir des institutions de microfinance, elles savent, elles sont équipées pour comprendre ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qui est dans leur intérêt, qu'est-ce qui n'est pas dans leur intérêt, et utiliser au mieux de leur intérêt, Mhm. les services financiers qui leur sont proposés. On travaille aussi avec des institutions de microfinance. Alors là, on a plusieurs types de programmes. On leur propose effectivement des formations, euh, plus au niveau formation et assistance technique. Donc, on va les former plus en gender, donc à essayer de, de- de casser les biais cognitifs Mhm. autour des femmes, par exemple, ou autour des personnes handicapées, pour que leurs employés, quand ils accueillent des femmes ou des handicapés, par exemple, dans une branche de l'institution de microfinance, qu'ils les traitent de manière, Égal. fair, oui, et de Faire. manière qui soit adaptée, en fait, à la situation de la personne. Donc on va faire ce type de training. On a aussi d'autres qui sont plus techniques. On a un fonds d'impact investissement, Impact Investing, où Mhm. on va proposer aux institutions de microfinance de, 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 de proposer leurs services à des personnes vulnérables qu'ils considèrent trop risquées. Ah, Et nous, on va leur dire, si vous faites ça, nous, on couvre une partie de votre risque. C'est-à-dire, si vous perdez de l'argent en servant cette population-là, par exemple des femmes en milieu rural, alors là, nous, on a un fonds d'impact investissement qui va couvrir une partie de vos pertes. Et donc, ils vont être incités, ils vont dire, bon, bah, très bien, ça va nous permettre d'essayer ce nouveau modèle. ce nouveau modèle. Mhm. Et, euh, et donc, on espère qu'après, ça va être pérenne et ils vont pouvoir continuer dans la durée à servir cette population-là. Ok, et ça marche? Vous voyez Ça les fonctionne. impacts? Oui, oui, ça fonctionne, ça Donc fonctionne. elle existe depuis quand? Du coup, Alors, on pour la existe part. depuis 2003, hein, donc Ok, on a fêté nos 25 ans.
Non, OK. 20 ans, pardon. Ouais, 20. À 20 ans en 2023 et on va sur nos 25 ans et voilà, moi je l'ai rejoint il y a 8 ans maintenant. OK, J'ai donc 8 tu as ans. déjà aussi un beau parcours Ouais, donc dans j'étais cette au Cambodge en fait. organisation. Ouais, donc Ouais, vas-y, vas-y. alors je vais venir un petit peu plus sur moi, mon parcours en fait. Mmh. Hem, j'ai rejoint Good Return en fait, quand j'étais aux Philippines, je les ai rejoints, c'était un poste au Cambodge, donc c'est pour ça qu'on a déménagé au Cambodge et on a passé 5 ans au Cambodge et pendant ces 5 ans, il y a eu le corona Accessoirement. et donc voilà et donc à un moment, on a tous travaillé de la maison Mmh. et c'est là où j'ai proposé à mon CEO, à Shane, je lui ai dit que, bah, travailler de la maison, ça fonctionne très bien. On l'a fait au cours des 2 dernières années, donc est-ce que je peux déménager, et travailler à distance depuis le Japon? Et donc en fait, notre venue au Japon, c'était vraiment un projet familial, en fait, Mmh. pour donner aux enfants, l'opportunité de connaître leur culture japonaise parce ils ont pas beaucoup connu le Japon, si ce n'est en vacances. Mmh. Et donc, donc c'est pour ça que je suis venu au Japon et que je travaille depuis le Japon maintenant à distance depuis bientôt 4 ans. On a un point commun, Ouais, ouais, parce ouais, que ouais, ouais. c'est un peu le même Et, cas pour moi. et donc, donc je travaille, en fait, je fais exactement le même métier que je faisais quand j'étais au Cambodge. Je suis un peu moins au contact des équipes, mais je suis toujours très en contact avec eux. Et donc, en fait, notamment avec le Corona, depuis le Corona, on a vraiment des personnes dans chaque pays où on a des programmes. On a toujours au moins une, voire deux, et parfois plus de personnes. Mmh. Et donc, c'est mes équipes. Moi, mon rôle, en fait, dans l'ONG, c'est de diriger toutes les opérations terrain. OK. Donc, à Sydney, on a le siège avec la finance, l'administration, avec les ressources humaines et le CEO. Mmh. Et moi, je dirige toutes nos opérations dans tous les pays où on a. Donc, sur les 50, mon équipe contient à 35 personnes et qui sont réparties donc, dans les 9 pays où on travaille, Mmh. plus quelques personnes qui travaillent à distance, une personne en Inde, une au Pakistan, euh, une en Australie aussi qui travaille à distance. Voilà. Donc, et donc c'est une équipe très multiculturelle parce que j'ai des personnes qui sont vraiment ouais, Ah, j'imagine. de toutes nationalités différentes. Et ça, Local ou pas forcément local? local, local. Local? Oui, local. On a juste deux personnes, deux Australiens au Cambodge OK. Qui avait actuellement. un peu comme toi, dans le sens qui parce que le reste, donc ce que tu es en train de dire, c'est que le reste des équipes sont plutôt Sont locales. locales, OK, sont complètement locales. Ouais, ouais. Et donc OK. c'est une belle équipe multiculturelle et Alors ouais. ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Il y a vraiment une super dynamique dans l'équipe. C'est vraiment des gens incroyables. Ah, Donc, j'imagine, voilà. Donc ça c'est cool. C'est déjà moi que je travaille dans une équipe multiculturelle, mais pas aussi oh pas loin, on a quand même pas mal de monde, de pas mal d'horizons, mais pas aussi large, entre un Pakistanais, un Hmm. Indien, un Cambodgien, un Philippin, c'est Fidjien et Fidjien, un Australien. ouais, OK, c'est intéressant, et puis en fait, au final, tu peux pas non plus vraiment être, sur le terrain, parce que de toute façon, votre terrain, il est sur tellement de pays c'est ça. que de toute manière, et en fait, en étant aussi un petit peu hors de ces pays, tu diriges de manière plus égale aussi ces différences. Parce que si tu étais qu'au Cambodge, bah, tu Ouais. aurais tendance à donner je sais pas, hein, La priorité j'imagine au Cambodge, au Cambodge et potentiellement, oui. potentiellement, et Ouais, du ouais. coup, là, ça fait 4 ans, tu disais, que tu Ouais, expérimentes ça et ouais, ouais. Ça fonctionne bien, oui, oui, ça fonctionne ça bien. fonctionne bien. Donc, je voyage de temps en temps. Là, je pars Mmh. après-demain au Cambodge, OK, justement. justement, ouais. Euh, voilà, donc je vais voir un peu les programmes sur place, mais ça se passe vraiment, vraiment très bien, quoi. Les équipes font du bon boulot sur place. C'est eux qui gèrent les relations avec les partenaires, qui s'assurent que les programmes fonctionnent bien, qui Mmh. récupèrent toutes les données de ce qu'on fait pour pouvoir faire le reporting comme il faut, pour Bien sûr. démontrer un peu ce qu'on fait. Et donc voilà. Donc Et ça. et avant ça, tu as étudié dans la finance ou rien à voir? Alors, alors sur mon parcours, si on fait un Un petit pas flashback, voilà, petit un, pas en arrière. un petit pas en arrière, un gros pas en arrière. Donc, euh,
Donc comment dire? Donc si je fais un gros pas en arrière, j'ai commencé par faire du droit. J'ai eu OK, un DUG de droit, là où, à l'époque, il y avait des DUG, donc c'était un diplôme au bout de 2 ans d'université, on avait un DUG. Je l'ai eu, mais bon, ça m'a pas c'était intéressant, mais ça m'a pas passionné OK. et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu une illumination, humanitaire, où j'ai un ami notamment qui avait été un peu en mission courte, humanitaire, et à son retour, j'ai dit: «Ouais, c'est ça que je veux faire». Tu ça t'a Ça m'a complètement, OK. heu, happé, Mmh. et donc j'ai continué à Lyon avec une école de commerce et développement, donc une école, qui s'appelle l'école, 3A, pour Asie, Afrique, Amérique latine, OK. et c'est une école de commerce, mais spécialisée plus sur la zone sud, en fait, et on se spécialisait sur un continent. Moi, j'étais passionné par l'Afrique à l'époque, donc je me suis spécialisé en Afrique, et donc j'ai eu un diplôme d'école de commerce. En fait, je suis sorti avec un diplôme d'école de commerce. Et à la sortie, je suis parti, j'ai fait une coopération. Donc à l'époque, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais à l'époque, il y avait le service militaire encore en France, et donc Ouais. je devais faire mon service militaire, mais que je voulais pas faire, et on pouvait faire à la place une coopération, donc qui OK. était en ONG, mais c'était 2 ans au lieu d'un an, et Comme en Suisse. voilà, et Sauf que donc ça existe toujours en ça existe Suisse. toujours en Suisse. Ça nous, c'est pas devenu professionnel. Ouais, et OK. donc Tu profité, j'ai eu l'occasion de partir. Je suis parti 2 ans au Tchad, dans une petite waouh, ville OK. au sud-ouest du Tchad, à Pala, une ville de 25 000 habitants. À l'époque, il y avait pas d'électricité, pas de téléphone, c'était et j'ai vécu 2 années là-bas, super, à travailler pour une ONG, l'ONG de l'église catholique, locale. OK. Heu, très, très belle expérience, voilà, j'ai Hu vraiment humaine, humaine, j'ai vraiment adoré. raconte-nous un En fait peu, pour En comprendre, fait, là, souvent, je dis que l'Afrique a été ma mère, en fait, si tu veux. C'est parce que j'ai vraiment appris tout. Enfin, j'ai l'impression que l'homme que je suis aujourd'hui a vraiment été formé Mmh. par mes rencontres, par ce que j'ai vécu en Afrique. C'est là vraiment où j'ai appris, j'ai développé comment, un savoir-être multiculturel, je dirais. Mmh. Dans le sens où, ben, voilà, tu arrives en Afrique, bon, OK, les gens parlent français en général, pas tout le monde, mais c'est l'Afrique francophone, mais tout change, quoi. La manière de vivre, la manière dont tu vois le temps, la manière dont tu vois l'argent, la manière dont tu manges, la manière dont tu interagis avec les gens, tout est différent, et d'être 2 ans plongé, dans un endroit comme ça, j'ai vraiment compris énormément de choses et relativisé énormément de choses de mon, heu, qui étaient de mon éducation, de ma culture. Tu avais quel âge? J'avais, c'est 98, donc c'était entre 18 et 20 ans. OK, donc vraiment, jeune adulte, Oui, ouais, ouais, ouais. jeune adulte débarqué au Tchad, dans Attends, c attends, 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 attends. ouais, 98-2000, j'avais 23 ans, pardon. 23 ans. Mais bon, même à 23 ans. 23 ans, hem, il y a plus de 20 ans, là-bas. Ouais, Moi, j'avais été au Kenya en 2000, dans les années autour des années 2000, ouais, en vacances avec mes parents, et ouais, je peux dire que ça m'a marqué, c'est vrai. à vie, ouais, Ouais, de maintenant peut-être les choses ont un petit peu évolué, mais c'est vrai que le niveau de pauvreté était, tellement, bas que c'était, choquant, hein. mmh, En tout cas à ces époques, et j'imagine toi, d'avoir vécu ça pendant 2 ans avec un niveau de pauvreté, extrême. ouais. Je sais pas s'il était extrême ou comment tu l'as ressenti ou comment? Si, c'était extrême, mais c'était, Ah, ils s'en plaignent pas forcément, c'est ça qui est bah, en fait, la vie s'organise de manière différente, en fait. Du coup, il y a une pauvreté extrême, clairement. mmh Il y a un manque d'accès à beaucoup de choses, en fait, parfois même à de l'eau potable ou à de la nourriture. Voilà, tu avais ce qui était pour les agriculteurs, tu avais la période de soudure où les stocks de l'année précédente vite. se vidaient, en fait, et c'était pas encore la récolte. Et là, il y avait toute une période où vraiment c'était compliqué pour beaucoup de monde. Donc, donc oui, j'ai vécu ça, mais c'est, c'est pas ce que je retiens. Tout ce que je retiens, c'est vraiment
les interactions humaines que j'ai pu avoir, Mhm. c'est c'est tous c'est l'accueil que j'ai pu avoir, même par des personnes qui ont pas grand-chose, mais tu es toujours accueilli royalement où que tu ailles. C'est tout ça, en fait. C'est cette humanité, en fait, qui est vraiment, qui est extrêmement forte Mhm. euh, et, et qui marque, quoi. Moi, ça m'a marqué. Ah, je pense. Ça a vraiment été, ça a été vraiment 2 années très importantes. Et après, j'ai continué, j'ai travaillé. Donc, je suis revenu en France et je suis parti 1 an au Kosovo à ce moment-là. C'est là où je me suis aperçu que j'étais moins fait pas trop fait pour l'humanitaire d'urgence, mais plus pour le développement. Et après, en Parce qu'au revenant. Kosovo, pour rappeler, c'était en période d'avant-guerre, pré-guerre, après-guerre? Après-guerre, j'étais Après-guerre, après-guerre, donc on oui. était Ouais. post-conflit, en post-conflit, mais c'était encore très très tendu. Et Ouais. donc j'étais sur des programmes. Donc je travaillais pour une ONG qui s'appelle Triangle Génération Humanitaire, Mhm. qui est basée à Lyon. Et on était basé à Mitrovica, donc une ville qui a été coupée en deux entre Serbes et Albanais. On travaillait côté serbe, côté albanais, avec voilà, il y avait des enclaves serbes dans les milieux albanais. C'était très tendu. Et, euh, et ça Il m'a. y avait les missions suisses aussi. Il y avait, Beaucoup il y de. avait beaucoup de monde. J'étais au moment où en fait il y avait Ça. encore beaucoup de monde et où tout diminuait en fait, parce qu'il y a eu au moment du conflit au Kosovo, il y a eu un afflux d'argent et d'ONG absolument démentiel, Hmm. trop même. Et en fait, le flux s'est tari au moment de la reconstruction. Il y en avait encore un petit peu, mais c'est tari après assez vite. Ok. Et donc j'étais à ce moment-là, où il y avait toujours énormément de besoins, mais où les financements se tarissaient. Et donc c'était assez compliqué. C'était assez C'était compliqué. dur. C'était une expérience très formatrice, mais dure. Ok. Et après, c'est là où, en revenant de cette expérience, je me suis posé, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'apprécie, et qu'est-ce qu'est-ce que je peux faire ensuite. C'est là où je me suis dit que la microfinance était, était un outil important Mhm. qui était à ce moment-là en cours de développement. Et j'ai rejoint Planète Finance, qui était une ONG spécialisée dans la microfinance, et j'ai pris la direction des programmes africains pour Ok. Planète Finance. Donc j'étais basé à Paris, mais je faisais beaucoup de missions en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, pour Planète Finance. Et déjà à l'époque, c'était aussi une ONG qui travaillait en soutien aux institutions de microfinance. Donc on faisait pas de microcrédit directement, mais Mhm. on était en appui. Et, euh, et cette, euh, voilà, ça a été une bonne expérience. J'ai fait ça pendant 5 ans peut-être à peu près. Mais l'idée, c'était de me spécialiser en microcrédit parce que le microcrédit était vraiment très prometteur. Ok. Et je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est cette époque-là où je parlais de Mohamed Younous avant. Il a eu le prix Nobel de la paix en 2005. Les Nations Unies ont déclaré 2005 ou 2006 l'année de la microfinance. Voilà, enfin, c'était vraiment, ça devenait Donc, très très à la toi, mode. tu étais dans cette. J'étais dans cette mouvance-là. Ok. Ok. Aux prémices Ouais, de cette mouvance. voilà. Et c'est là qu'un événement inattendu est arrivé. J'ai rencontré ma femme. Et là, je suis Ok. tombé Donc, gravement amoureux. où? À Paris, À Paris. elle Ok. était en voyage d'affaires à Paris. On avait des amis communs. On s'est rencontrés un soir au restaurant D'accord. et on s'est revus le lendemain. Et coup de foudre. Et je suis tombé gravement amoureux de ma femme. Et donc, tout à coup, le Japon est apparu Sur la carte. sur la carte. On est deux. Alors que le Et Japon n'existait pas sur la carte. il existait pas. Je faisais de l'aïkido quand même. Ah, quand même. Je Ah, faisais de quand même. l'aïkido quand même, mais j'étais bien en France. Enfin, j'avais pas du tout aucune ambition de faire de l'aïkido au Japon ou quoi que ce soit de ce style-là. C'était un art comme un autre. Voilà. Un art martial comme un autre. Et donc, et donc, tout à coup, gros intérêt pour le Japon. Euh, je cherche à voir comment je peux partir au Japon. Elle
De son côté, donc elle travaillait à Osaka à l'époque. Mhm. Elle, les choses se sont enchaînées assez vite, hein. J'avais 29 ans, elle a le même âge que moi, un an de moins que moi. Les choses se sont enchaînées assez vite. Donc, un an à peu près, donc on est en février 2004, un an, vers décembre, elle démissionne et elle vient s'installer avec moi. Ok, Quelques mois plus tard, je trouve l'opportunité de participer à un programme de la Commission européenne qui s'appelle ETP, Executive Training Program, ok, Japan, qui n'existe plus. C'est un programme qui n'existe plus, ok, hélas, mais c'était un programme dans les accords commerciaux entre l'Europe et le Japon. C'était un programme qui permettait à des cadres européens de se former pendant 18 mois au Japon, d'apprendre le japonais, d'apprendre le business au Japon, pour pouvoir développer le business de leur entreprise européenne au Japon. ok. C'était ça. Moi, je travaillais pour une ONG, rien à voir avec le business, mais on avait, comme on était en pleine expansion, on ouvrait des bureaux un peu partout, et donc on a créé le projet d'ouvrir Planet Finance Japan, Ok. un bureau de fundraising au Japon, et bingo, donc on a le projet, on est soutenu par notre président, voilà, par tout le monde, et donc je présente ce projet à ETP Japan, qui dit, bah, ça c'est la première fois qu'on voit ça, mais ça a fonctionné, Donc, tu es arrivé et ici. donc en mai 2005, je débarque à Tokyo avec Ai, ma femme, qui était à l'époque ma fiancée, et Japonais, ah, zéro. zéro japonais, zéro japonais, Juste pour zéro japonais. préciser. Avec zéro D'accord. japonais. Mais j'ai un programme qui me propose un an de cours intensifs de japonais. Waouh, Oui, magnifique. oui. J'ai été payé pour apprendre le japonais. Je suis Ça, désolé que ITP n'existe plus parce que c'était vraiment, c'est on n'a vraiment pas, on un n'a truc pas de tous fou. eu, on n'a pas tous eu cette chance. Donc j'arrive au Japon, on s'installe à Tokyo avec Ai, on commence notre vie à deux ici. Et j'apprends le japonais de manière intensive. Je passe. euh, Mais et- tu es payé pour faire que ça. Donc, tu alors, je suis n'étais payé. pas aussi pour développer en parallèle quand même des cours ou pas forcément? Hmm, Ils te mettaient une pression pour ça ou... non, pas du tout. Donc, le Ok. programme, c'était vraiment. Apprendre le japonais au Tu avais début. 18 mois, tu avais 12 mois de cours, 6 mois de Kenshu, de stage en Mhm. entreprise. Donc, il fallait trouver une entreprise japonaise pour faire ton stage. Et pendant l'année de cours, en fait, il y avait des visites d'entreprises, des visites de différentes régions du Japon. Ok. Donc parfois on partait 3 jours à Hokkaido, on a été dans le Kyushu, on est venu à Kobe, etc. Donc, Mais et c'était un groupe c'était une spécifique. promotion, on était 25, Voilà. on était 25 Européens de toutes. Génial. Donc en C'était, plus, vous étiez en classe, les 25, ouais, à ouais, ouais, faire du japonais. exactement. Tous, bah, du coup, si c'est des cadres, on parle pas de sortie d'école. Vous Non, étiez non, 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 plutôt on était plutôt des. Oui, 25, 40 ans. c'est ça, ouais, on était entre 25 et 35 ans, je pense. Ok, Ouais, ouais, tous. génial. Ouais, L'expérience. ah, c'était fantastique. Multiculturel Ouais, puissance 10. ouais. Donc ça, c'était Ok. top, c'était une année incroyable. Donc j'ai fait de l'aïkido dans un dojo qui était sous un temple à Kichijoji avec un maître, avec Tada Sensei qui est un maître incroyable. J'ai appris, je suis passé de zéro en japonais j'ai passé le N. Alors à l'époque, il y avait que 4 niveaux de JLPT, mais j'ai passé le N3 assez vite. Et j'ai tenté le N2 à la fin de mon séjour et je l'ai raté. Ok. Donc, Mais t'étais pas loin. donc voilà. Mais j'ai vraiment, voilà, j'ai eu une opportunité incroyable d'apprendre, de passer de zéro en japonais à un niveau conversation, je dirais, à Ok. un niveau conversation en japonais. Et j'ai fait un stage de 6 mois pour une banque, pour la Shinsei Ginko, qui était Shinsei Bank, qui était à l'époque notre premier sponsor en fait de Planet Finance Japan, Ok. qui a été créé donc. Et j'ai pas continué Planet Finance Japan parce qu'on a recruté quelqu'un qui avait plus de réseau. En fait, c'est un Américain qui habitait depuis longtemps ici, Ron, avec qui je suis toujours en contact, qui habitait ici, qui avait plus de réseau, voilà, qui avait Mais plus tu de. as quand même créé, c'est-à-dire... Mais on a créé pendant ces 18 mois, on a créé le bureau de fundraising et on a démarré. Et là, il a duré assez longtemps. Je pense qu'il est plus actif actuellement. Après la incroyable Chine, quand même d'arriver après une année seul, de développer au Japon, enfin créer une association donc du coup de ouais, là, zéro. on était, ouais, on Vous était, étiez on était, aidé. on était plusieurs. Oui, on était aidé par la Shinsei Ginko.
On était Ron, la Shinsei Ginko avait mis une personne à disposition, qui est le Ah, ok. médecin, et Ron aussi était, à un moment, est passé à plein temps. Donc ça a été, voilà, c'était un concours de circonstances. C'est pas moi avec mes petits bras qui Ok, l'a fait, bon, m- mais même si tu es, voilà, on était plus une équipe à faire ça. t'as quand même voilà, réussi à trouver l'équipe, Ouais, à permettre ouais, cette création. Ok. ouais. Donc Et ça, donc voilà. la durée totale, à peu près 2 ans, Donc c'était 18 mois, oui, 18 mois au Japon. et ton visa tombait, non? Non, non, c'est que à ce moment-là, donc, alors on s'est mariés pendant les 18 mois À la japonaise. à la japonaise. Donc, Ok. on a fait un mariage un peu fou parce qu'on a, on s'est mariés au temple, évidemment. On s'est mariés à la mairie. Alors, d'abord, on s'est mariés à la mairie. Mhm. Je sais pas si tu as fait ça. Non, moi j'ai fait en Suisse, donc D'accord. Alors, à la je, mairie, je connais pas la version japonaise. t'arrives à la mairie, tu tires ton ticket, voilà, t'es le numéro combien, t'arrives, tu déposes les papiers, ils te disent: «Ah bon, d'accord», et ils vont dans l'arrière-boutique, ils font pouf pouf, 2 coups de tampon, hop, c'est bon, C'est t'es bon, c'est marié. marié. Voilà, je lui ai tendu mon appareil photo en disant: «Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre quand même la photo pour immortaliser le moment?» Mais voilà, Waouh. tu rentres et tu sors 15 minutes après et tu marié. Voilà. Donc ça fait un petit C'est peu toujours drôle. comme ça? Ouais, je sais pas. Je Je pense, ouais. pense, oui, oui, Je oui, crois que oui, j'avais entendu que c'était toujours comme ça. donc voilà, donc il fallait immortaliser un petit peu ça. Donc après, on a fait en fait un pique-nique un pique-nique de mariage avec tous les copains. Ouais. Et on a été au Yoyogi Koen et donc on a fait une soirée pique-nique et on a fait voilà, il y a un copain qui nous a mariés. C'était voilà, on a fait quelque chose d'un un peu plus festif. Mon père est venu à ce moment-là et puis après on a été à Kobe et on a fait le mariage au temple avec les beaux-parents et Et, avec mon père. et mariage au temple, raconte-nous, parce que moi, je l'ai jamais vécu et c'est... Alors on a fait la version short, on a fait la petite version Ok. Donc au où temple plutôt bouddhiste, non, on était au temple Shinto. Shinto, ok. Et en fait, tu peux avoir une grande cérémonie avec, tu sais, où tu changes de kimono, etc. Là, on a fait la version courte. euh, et donc, voilà, on s'est juste habillé en kimono. Mhm. Juste. Avec le... Non, alors, c'était Platz. pas le grand habit blanc que tu vois parfois Ok, sur les ok. photos. Là, c'était vraiment un kimono, le kimono de famille, en fait. Beau kimono. Ouais, moi j'avais loué un kimono qui, évidemment, comme je mesure 1,87 m, Tout c'était un était, peu, c'était tout était compliqué. short. Tout était un peu court, ouais, le hakama descendait pas, tout était un peu court. J'ai eu mal aux Ok. pieds, mais j'ai eu mal aux pieds, tu peux pas t'imaginer. À cause des guettas qui étaient trop Ouais, ouais. petites, voilà, c'est ce genre de choses. Mais voilà, on a la photo au temple, et donc c'est une bénédiction en fait, c'est une simple Hmm. bénédiction, donc ça dure pas très longtemps, et puis après tu bois une petite coupe de saké. Euh, Et tu fais le resto? Tu vas au restaurant aussi? et après, Ou on est allé au restaurant, mais on était en tout petit groupe? comité. On était juste mes beaux-parents, mon père et nous. Ok. Il n'a pas de frères et sœurs, donc c'était vraiment Petit communauté. très très petit Ok. comité. Petit aparté, Ouais. mariage à la japonaise à Tokyo. Et après, donc 2 ans plus tard, on a fait à l'église en France pour ma famille en France. Ok. On a fait un Ok. grand. Voilà. Là, Donc on s'est mariés plein de fois. C'est sûr, on est mariés, mais pas à Vegas. mais pas à Vegas. Ok, ok. Et Donc, j'ai perdu le fil de la suite. Donc voilà, donc 18 mois au Japon. Voilà. Après 18 mois, donc je raccroche avec Planète Finance mais je voulais pas qu'on s'installe à Paris. J'en avais marre de Paris en fait, donc on s'est installé à Bruxelles. Mhm. On s'est installé à Bruxelles. Il y avait un bureau de Planète Finance à Bruxelles, donc j'ai rejoint le bureau là-bas et j'ai continué en fait à travailler pour l'Afrique essentiellement. Et on a eu donc Lila qui est arrivée, premier enfant, puis Hugo, donc pour la Belgique, nos 2 premiers qui sont nés. Et après, je voyageais quand même beaucoup, donc j'ai négocié avec Planète Finance pour pouvoir voyager moins, et il y avait un programme d'appui aux PME dans les banlieues, dans les endroits défavorisés en France, en fait, en quelque sorte. Et donc, il me disait, ben, comme tu es en Belgique, tu pourrais développer ça. Pour l'instant, ça se développe surtout en région parisienne. Tu pourrais le développer dans le nord de la France. Je dis, OK, donc je fais pas mal de voyages avec le nord de la France, mais c'est plus facile qu'avec Mhm. l'Afrique. Mhm. Et à un moment, ça fonctionne bien, donc on me propose de déménager. Donc on déménage et on atterrit à côté de Lille, à Croix, Dans le nord. dans le nord. Ok. Dans le nord, où je développe Planète Finance et puis enfin l'appui aux PME, l'appui aux PME dans les zones défavorisées. Et
Et puis à un moment, c'est une histoire un peu, ouais, c'est un peu triste, mais bon, on a un nouveau directeur qui arrive, qui est un financier, un killer, quoi, et Mmh. avec qui ça passe pas du tout. Et OK, donc, quelques semaines plus tard, je démissionne et je passe à autre chose. OK. Et donc c'est là où j'ai rejoint. Donc je reste dans le même secteur de soutien à la création et à la reprise d'entreprise. Je rejoins Réseau Entreprendre, qui est un réseau national en France qui soutient en fait des primo-créateurs et des repreneurs d'entreprises, qui les accompagne dans leurs projets pour que ça se passe bien. Parce que c'est en créant et en reprenant des entreprises qu'on crée des emplois Mmh. et pour ça, voilà, tout le monde ne naît pas entrepreneur. Et donc l'idée, c'est de, c'est un système de mentoring en fait entre des entrepreneurs euh, expérimentés qui ont leur boîte et qui Ah! mentorent des jeunes entrepreneurs, des primo-entrepreneurs en fait, euh, pendant une période, pendant 2 ans en général. Et il y a tout un accompagnement à côté de ça, Génial. mais l'idée c'est vraiment de les soutenir dans leur projet pour que ça se passe le mieux possible et qu'ils puissent développer leur entreprise. Et donc, je travaille d'abord à Roubaix, puis après, je prends la direction de Réseau Entreprendre Hainaut à Valenciennes. Donc, OK. on déménage encore un petit peu plus loin, à Saint-Amand-les-Eaux, à côté de Valenciennes. Et c'est à Valenciennes que naît Rémi, donc notre troisième. Euh, Et ça va tous ces déménagements, ouais, pour la ça a famille, pour pris la à femme, prendre. Je- pour les enfants? Et ils les ont toujours bien pris, plus ou moins bien pris, Écoute, ça s'est toujours bien passé. Il y a eu des endroits où on est plus, voilà, on était plus à l'aise qu'à d'autres. Ça dépend aussi de mon boulot, des Bien revenus, sûr. etc. Parce qu'on vit tous sur mon revenu, donc ça dépend aussi de. Donc il y a eu des périodes plus ou moins faciles, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu vraiment de difficultés. OK. Euh, on n'a pas senti vraiment de grosses C'est, difficultés à ce niveau-là. après il y a eu tellement qu'ils ont fini par s'habituer. Peut-être, peut-être, Ils ont pas peut-être qu'il y a une trop le habitude. choix. OK, OK. Et donc voilà. Et là, professionnellement, je me remets un petit peu en cause. Je fais un executive MBA à Mmh. l'EDEC. Donc, je reprends Ah! des études en même temps que je travaille. Executive MBA. Et pendant mon executive MBA, donc ça mouline sur qu'est-ce que je vais faire ensuite. Et je me Comment dis, ça ouais. s'est passé, donc du coup, ton exécutif parce que Alors, c'est chaud, hein, ouais, c'était pour un mot, executive MBA, c'est donc tu l'as fait pendant que tu travaillais, pendant que je travaillais. C'était, plus les 3 enfants, oui, plus, bah, je suis bah, bien. plus l'école et Ouais. du coup, J'étais bien c'était aidé par comment? ma femme quand même. Ma femme a arrêté de travailler quand on a eu Lila, en fait. Mmh. C'est un schéma classique japonais. C'est que quoi, la femme, elle voulait s'occuper des enfants et donc voilà, elle a arrêté de travailler à ce moment-là et elle s'est occupée merveilleusement des enfants. C'était une chance pour les enfants, ce qui a Mmh. probablement facilité les déménagements parce que il y avait une Elle était là. stabilité. Si tu veux, elle était là toujours, quel que soit le lieu Mmh. où on était, elle était toujours là et donc il y avait vraiment une stabilité pour les enfants. Et donc l'executive MBA, ça a été 18 mois où Comment ça se tous passe du les, coup tous depuis les, l'EDEC? alors celui-là, c'était tous les 15 jours, vendredi, samedi, à plein temps. OK. Euh, on a fait 2 voyages. On a fait un voyage en Turquie, un voyage au Brésil, mais avec beaucoup de devoirs à rendre aussi. Donc c'est un moment où j'ai Cravaché. appris, j'ai pas mal cravaché. J'ai appris à prendre soin de mon sommeil. En fait, je me couchais tôt, je me levais très tôt et je travaillais souvent le matin. Euh, voilà, je travaillais 1 heure et demie le matin pour pouvoir avancer sur les sujets. Euh, Et l'expérience en soi de l'école, tu en gardes un bon c'était souvenir? ouais, c'était Ultra vraiment super. C'était OK. vraiment super parce que ça m'a. J'avais quel âge donc j'avais 40 ans. Mmh. Euh, Professionnellement, j'avais toujours travaillé, tu vois, dans le non-profit et tout ça. Je savais pas très bien ce que je valais sur le marché du travail. Là, tu es avec plein de. Enfin, on était je sais pas, 20, ouais, 20, 25, 20, 25, qui viennent de tous horizons, de beaucoup de corporates, en fait. Et Mmh. voilà, tu travailles ensemble, et ça te permet de savoir ce que tu vaux, ça te permet de valider certaines compétences, de valider certains savoirs, valider certaines compétences, de voir que, ouais, en finance, c'est bon, ça va, je suis à peu près bon, j'ai ces forces-là, j'ai ces faiblesses-là. Mmh. Euh, et moi, ça m'a donné, je pense que ça m'a donné confiance en moi, OK. voilà, de me confronter en fait à des professeurs, à des cours, à des matières où,
que je connaissais, mais voilà, mais de revalider mes compétences, de peut-être les remettre à jour, et surtout de travailler en équipe, travailler avec d'autres, de voir voilà, comment je pouvais contribuer dans une équipe avec des gens que je connaissais pas du tout, qui venaient d'horizons très différents. Ça a été pour moi un bon moment. Ouais, je te pose ces questions parce que c'est vrai que le MBA, c'est quelque chose qui m'a traversé souvent l'esprit et fasciné d'une certaine façon. Mhm. Et c'est vrai que voilà, je trouve toujours intéressant Ouais. de comprendre si. Donc, tu recommanderais Moi, pas forcément ou si quand même, ben, ça dépend des situations, ça dépend de beaucoup de oui, bien paramètres, sûr, hein, bien sûr, c'est oui, clair, mais oui, parce que c'est aussi des investissements, etc. Donc bien sûr, ouais. je recommanderais, moi je recommanderais vraiment de considérer de faire des études à plusieurs étapes de la vie, en Mhm, fait. Ça, je trouve ça super. J'ai eu la chance de pouvoir faire ITP, qui a été 1 année et demie d'études, en fait. J'ai étudié le mhm. japonais et le business au Japon pendant 1 an et demi. Puis, des années plus tard, le MBA. Et c'est vraiment, ça m'a beaucoup enrichi, je trouve, de pouvoir de pouvoir faire des pauses, en fait, professionnelles, Mhm. et de remettre à plat les choses, et de voir autre chose, de réfléchir différemment, de prendre du recul, etc. Donc reprendre des études pendant le parcours professionnel, c'est vraiment quelque chose À de 40 ans, très chouette. faut dire aussi, Donc, ok, parce que c'est pas reprendre des études à 20 ans, c'est une chose, oui, oui, mais ouais. ok, ok. Et du coup, après Donc après ce ce MBA, MBA, j'ai bien cogité, et je me suis dit, l'international me manque. Je veux repartir à l'international. Et autant l'Afrique a été ma mère, mais mon amour a la été famille. l'Asie. Hein. Et donc, je me suis dit, bon, très bien, je vais repartir en ONG et en Asie. Et avec mon background, en fait, je me suis retrouvé encore en microfinance, évidemment. Hmm. Et je suis parti pour une ONG qui s'appelle Entrepreneurs du Monde, qui est une ONG lyonnaise aussi, spécialisée dans la microfinance, qui ont beaucoup de programmes en Afrique, en Haïti et aussi en Asie. En Asie, ils sont en Birmanie, Myanmar, et au Vietnam, et aux Philippines. Et donc, j'ai pris la direction des Philippines, la Ok. coordination des programmes aux Philippines, où j'ai passé presque 3 ans. Presque 3 ans. Et ça a bien marché. Donc on est arrivé aux Philippines. Voilà, là, pour le coup, c'était un gros déménagement. Donc on a Ouais. gardé les enfants dans le système français, parce que pour pas trop les déraciner au niveau scolaire. Parce qu'ils avaient déménagé, mais à chaque fois en Europe, donc C'était, ils étaient oui, donc pas, ça va. c'était pas Ils étaient vraiment. petits, et puis ils étaient à l'école Ok. française, et puis donc ça va. Et donc on les a gardés dans le système scolaire français pour pas les perturber à ce niveau-là. Et on a débarqué aux Philippines, à Manille, pendant 3 ans, et ça a été une super expérience, super expérience. Hmm. Euh, mais au bout d'un moment, en fait, le problème, c'est que j'ai eu un problème très concret, c'est que le salaire n'était pas suffisant, en fait. Hmm. Et donc, étant père de 4 enfants, puisque Simon est arrivé à Manille, Lui, il est né à il est né Manille. à Ok. Manille, ouais, ouais, il est né à Manille. Donc ça collait pas, en fait. Voilà. Ok. Donc on était un peu en galère à ce niveau-là, ce qui n'était pas très agréable. On vivait correctement, mais c'était pas très agréable. Et donc j'ai cherché à changer, pour une raison très pragmatique, qui était pour avoir un salaire un peu plus important. Mhm. Et donc c'était ça le critère. Donc j'ai cherché depuis les Philippines. Et c'est là où j'ai trouvé Good Return. J'ai postulé, j'ai réussi à avoir le poste à Good Return pour être programme director. Donc, Ok. superviser les programmes, poste basé au Cambodge. Et donc c'était reparti pour un nouveau déménagement. Cette fois au Cambodge. Et donc, on s'est installé au Cambodge. Et ça a été, on a vécu 5 années là-bas, qui étaient super. Le Cambodge est vraiment un pays très accueillant, très, très chouette, très belles années, avec le corona qui a un peu perturbé les choses,
Globalement, Mais globalement, on a vraiment vécu une super expérience au Cambodge. Ça a été très bien. Les Cambodgiens sont un peu comme les Thaïlandais, très souriants. Je sais pas, hein, À ce niveau-là, oui, il y a pas ouais, de ok. problème. Ils Oui, sont oui, c'est très très. accueillants, Oui, 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 gentils. excellent. Et comment tu comparais ces deux expériences entre Manille et entre les Philippines et le Cambodge, dans les interactions, dans la vie, Ah, tu parles avec les personnes locales, avec. ouais, avec les personnes locales, la vie en général aussi, je sais Mhm. pas, nourriture, parce que c'est tellement différent. Ah, Enfin, c'est très différent. je- Alors, ouais, surtout que Manille, c'est une ville de 17 millions d'habitants, et c'est ça. Le Cambodge, c'est un pays de 15 millions d'habitants, et Phnom Penh, il y a 1 million d'habitants, quoi. Ouais. Phnom Penh, c'est un village, quoi. À côté, ouais. Ouais, à Phnom Penh, je suis arrivé, on m'a dit, ah, tu verras les embouteillages et tout ça. C'était C'était juste. rien hein, quand t'as pas. Ouais, 15 minutes d'embouteillage, c'est vrai, alors que tu avais 4 heures d'embouteillage à Manille, quoi. Et t'avais fait 2 kilomètres. Et tu avais fait 2 kilomètres. Donc voilà. Donc, si tu veux, notre vie a été assez différente à Manille et au Cambodge. À Manille, on habitait à côté de l'école française, donc la Mhm. famille avait une vie vraiment une vie de quartier. Et il y avait pas mal de familles qui habitaient dans le quartier aussi, donc c'était très sympa à ce niveau-là. C'est un peu une zone d'expat ou un peu une zone. Pas Non, c'est forcément. pas forcément. Non, non, c'était une zone assez middle, Middle class, middle class, mais philippin. pas plutôt bas. Enfin, assez mélangé en fait, Ok. ça. Assez mélangé. Et, euh, et donc on a eu plein de copains. C'était vraiment une vie très sympa à ce niveau-là. Mais moi, ça a été une vie assez difficile parce que mon bureau, enfin, mes terrains, en fait, étaient très, très éloignés. Hmm. Et donc, j'avais une voiture, je prenais la voiture et j'avais 1 heure le matin pour aller au bureau et au mieux 1h45 pour rentrer. Et parfois, j'avais des rendez-vous ailleurs. Parfois, j'allais sur le terrain, donc j'allais dans certains quartiers, dans d'autres quartiers. Donc je faisais entre 2h30 et 5 heures de voiture Ouais. par jour. Donc J'étais coincé dans ma voiture. qualité de vie pas Qualité de vie incroyable. pas terrible. Et ça, c'est Manille, en fait. Manille Ok. et Jakarta sont les deux villes au monde, a priori, où les embouteillages sont les plus. Ils sont en C'est en compétition pour être compétition sur. la pire ville du monde au niveau du trafic. Ok. Donc j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Euh, Au niveau professionnel, c'était très intéressant parce que j'étais très. Comme on avait des programmes à Manille même, on avait des Mhm. programmes aussi ailleurs. Mais du coup, j'étais beaucoup sur le terrain et j'ai vraiment arpenté les bidonvilles de Manille qui sont super trash, mais vraiment, Ok. vraiment super trash, quoi. C'est Ok. vraiment. Là, j'étais. Au Donc on niveau avait. saleté ou au niveau pauvreté, les deux. Au niveau Pauvreté, pauvreté, entassement des personnes, pire que ce que tu as vécu en ah Afrique oui, ou. largement. Ah ouais? Ah Ok. ouais, je dirais largement pire parce que, en fait, c'est vraiment la promiscuité. Tu sais, les gens sont vraiment. T'as vraiment tellement de personnes qui vivent Hmm. dans des réduits, dans des trucs complètement Sale, improbables, des cabanes. sale, ouais. Alors, sale, je dirais. Alors, c'est très sale parce qu'il y a des détritus partout. Ouais, C'est vraiment horrible. Tu vois les enfants qui se baignent dans la mer au milieu des détritus. Enfin, c'est vraiment des images totalement. qui sont vraiment terrifiantes, en fait. Mhm. Mais, mais très, enfin, très propre. Les personnes sont très propres sur elles. Les Philippins ont une hygiène de vie absolument euh, incroyable. Et Ok. même dans les bidonvilles, vraiment, tu rentres dans un bidonville, ça sent la lessive, quoi. C'est vraiment, vraiment. Alors, à part si t'es si t'es à côté d'un boucher ou quoi, mais ça sent vraiment, c'est vraiment, tu sens vraiment les gens. euh, Qui font attention d'eux, mais par contre, autour, Ouais, ça alors l'est pas. tu C'est vois ça plein qui est. d'enfants qui ont des problèmes de peau, etc., parce qu'ils mangent pas correctement, parce qu'ils se Hmm. baignent dans des endroits sales. Enfin, il n'y a rien qui les aide en fait à avoir cette hygiène de vie, mais quand même, tu vois toujours des personnes habillées proprement et vraiment. Donc c'est un espèce de contraste assez intéressant. Euh, Et Cambodge, du coup? et au Cambodge, alors on était plus, si tu veux. Entrepreneurs du Monde avait des opérations directes sur le terrain, donc j'étais vraiment sur le terrain et régulièrement. Mhm. On avait des programmes de microcrédit et on avait un programme où on équipait les bidonvilles justement en équipement solaire, notamment en lampes. Donc c'était un système de leasing où ils payaient en fait chaque jour, chaque semaine, on leur installait Un un éclairage. éclairage solaire
et ils payaient chaque semaine. On était là pour la maintenance s'il fallait, et au bout d'un moment, le système leur appartenait. Ok. Donc on avait mis en place ce programme, et voilà. Au Cambodge, très différent. Les bidonvilles sont pas du tout. Il y a pas du tout. euh, Il y a une attraction de Phnom Penh, donc il y a des bidonvilles à Phnom Penh, si tu veux, mais la ville a la place de s'étendre, Hmm. et donc c'est plus une extension, si tu veux, des bidonvilles d'extension, plutôt que des gens qui se tassent dans les mêmes petits. Manille, en fait, est coincée, c'est vraiment une énorme ville urbaine, et il y a beaucoup de bidonvilles qui sont le long de la mer, Hmm. et donc les personnes s'entassent en fait dans ces quartiers-là Ils peuvent plus aller et plus loin, ils peuvent pas quoi. aller plus loin. Donc il y a des pontons, ils créent des Grappille. pontons, ils grappillent un peu quelques mètres carrés comme ça, mais c'est très différent en fait. C'est très différent. Entre l'Afrique ou le Cambodge, ou voilà, c'est pauvre, mais il y a l'espace, la nature, elle est là. Et Ouais. Alors après, sûrement, il y a des endroits, enfin, notamment en Afrique, il y a forcément des endroits où c'est aussi mais c'est moins. une insalubrité terrible. Mais à Manille, il y a vraiment cette concentration, quoi. C'est Hmm. vraiment, c'est assez incroyable, assez incroyable. Et au Cambodge, donc tu disais, Et au Cambodge, donc belle expérience. super expérience, plus détaché du terrain, donc une expérience moins intense. Euh, Très intéressante pour moi professionnellement, parce que c'était la première fois que je travaillais avec une ONG qui n'était pas française, et Ok. donc des manières de travailler différentes. Hmm. Ça, c'est intéressant. L'interculturel est aussi entre la France et l'Australie. Et donc j'ai appris énormément de choses sur la manière de manager, sur beaucoup, même sur le secteur. En fait, en Australie, dans le secteur des ONG en Australie, il y a beaucoup plus d'ouverture pour discuter des sujets comme euh, comment pour critiquer son travail, notre propre travail d'ONG en fait, au niveau, voilà, tout ce qui est, est-ce que ce qu'on fait n'a pas une influence coloniale, en fait, n'a pas des restes de colonialisme. Est-ce qu'on n'arrive pas dans des pays en leur disant regardez comment il faut faire, là où le savoir local en fait est bien plus précieux que, Bien sûr. que ce qu'on pourrait leur apporter. Et, donc tout ce qui est antiracisme, tout ce qui est des choses qui font parfois polémique en France, gender, tout ce qui est gender, le genre, tout ça, c'est des choses où quand je lis les news françaises, c'est des choses qui font polémique, mais en Australie, c'est vraiment... euh, ils sont beaucoup plus avancés, je trouve. Hmm. Et Dans le sens qu'ils en parlent ils en ouvertement. parlent ouvertement, et il y a C'est vraiment... pas Voilà, caché. c'est pas quelque chose de caché, c'est pas quelque chose qui est... euh, même si ça peut être émotionnel, mais c'est pas émotionnel dans le sens où tout le monde se campe sur ces... Il y a vraiment un dialogue, en fait, autour de ça. Hmm. Euh, Autour de ça, et Intéressant. une autocritique, en fait, de dire comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer, faire en sorte que notre action soit... euh, soutiennent vraiment les pays, et ne soit pas un problème en plus, en fait. Ne rajoute pas une couche de problèmes dans les pays. Donc il y a tout ce qu'on appelle aussi la localization, qui est comment est-ce qu'on peut faire monter des talents locaux plutôt que d'envoyer des expats, par exemple. De ce que tu Comment, expliquais, que vous avez beaucoup d'acteurs, des- principalement des acteurs locaux que Tout à des fait, acteurs. tout à fait. Ouais, ouais, ça, c'est très important. Euh, comment est-ce que, euh, comment est-ce que tu négocies un partenariat quand tu rentres en partenariat avec une ONG, pour ne pas imposer ce que tu fais, mais pour vraiment dire, voilà, quel est votre besoin, comment est-ce qu'on peut vous appuyer, comment est-ce qu'on Mhm. peut soutenir ce que vous faites. Voilà, nous, notre expérience internationale, voilà ce qu'on fait ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser, qui pourraient avoir du sens dans vos programmes à vous, et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour, euh, pour mettre ça en place, et non pas imposer, dire voilà, on arrive et on fait comme ça, Et basta. et basta, voilà. Donc, ce que tu dis aussi, c'est que vous adaptez beaucoup. Vous avez des programmes, mais ils sont quand même très Customisé, adapté, ouais. customisés, adaptés à chaque pays, chaque même manager local Ouais, ou ouais, qui est. c'est très important. Donc en fait, on les localise. Donc par exemple, tout ce qui est l'éducation financière,
quand on commence un programme, pour prendre le dernier, c'est aux Fidji. C'est le dernier où on a fait toute une étude locale pour comprendre quels sont les besoins locaux. Euh, donc on fait un assessment, donc on a toute une étude, on fait une étude Mhm. sur 2-3 mois pour comprendre. On va dans les villages, on va voir comment les gens, quels sont les besoins des gens, et on adapte notre curriculum. Le- on reste autour des mêmes thématiques, mais on adapte notre curriculum pour qu'il soit culturellement adapté Mhm. et pour qu'il y ait aussi il y a peut-être des sujets qui peuvent être importants dans certains pays qui le sont moins dans d'autres. Tout ce qui est remittance, les envois, les personnes qui sont à l'étranger qui envoient de l'argent au pays, c'est une part très importante, par exemple au Népal. Donc on aborde les remittances au Népal parce qu'il y a beaucoup de Népalais qui s'expatrient pour travailler et qui renvoient de l'argent au village. Donc comment faire pour que cet argent soit utilisé au mieux, puisse servir au mieux le long terme et Mhm. soit pas dépensé immédiatement, par exemple. Comment aider les gens à réfléchir là-dessus. Voilà, typiquement, c'est ce genre de choses. T'approches. Une approche donc de localisation de nos programmes. Ok, Voilà. ok. Donc pour adapter à chaque fois Chaque. ce qu'on fait. Bien, on a bien parcouru ton parcours et aussi ce que fait Good Return. Ouais, On... Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur l'association, quelque chose qu'on aurait raté? Je pense que de toute façon, je mettrai les liens, ouais, tu donneras les liens de l'association pour que les gens puissent aller bien la sûr. découvrir, aller comprendre. Ouais. Tout est en Aussi- anglais, hein, par contre, sur le Dés- site. Désolé. Bon, maintenant on peut traduire facilement, On peut ça, traduire facilement. Ça c'est va. pas trop, Ouais, trop ouais. compliqué. Et tu me donneras tes liens aussi, aussi des gens qui souhaitent te contacter. Bien sûr. Et aussi, peut-être, est-ce que tu as un message dans le sens, comment est-ce qu'on peut vous soutenir déjà, Mhm. que ce soit financièrement ou si vous êtes à la recherche de personnes aussi, en termes de ressources humaines ou de Mhm. compétences, etc. Est-ce qu'il y a Ouais. il y a des choses, vu que tu es dans l'opérationnel, tu sais ce qui manque, ce qui manque Ouais. pas? Alors, donc un message, c'est, je dirais, le type de programme le plus, peut-être le, le plus impactant ou le plus direct, je dirais, c'est vraiment tous les programmes d'éducation financière où on est Mhm. directement, enfin, et c'est vraiment quelque chose de très important. Tous les témoignages qu'on a sont sur, en fait, souvent, gérer son argent, c'est pas qu'une question technique, c'est une question de confiance en soi, c'est une question de, de dialogue aussi dans la famille. Mhm. Et donc, c'est des choses que, en fait, notre programme d'éducation financière, on va pas apprendre aux gens à calculer un taux d'intérêt, ça n'a aucun intérêt, justement. Mhm. Mais on va inciter les personnes à réfléchir à comment est-ce qu'elles dépensent leur argent. Donc, on va leur demander d'une semaine sur l'autre de traquer leurs dépenses et de voir et après de revenir la semaine d'après et de discuter comment elles ont dépensé leur argent. De comprendre comment elles font face à des cas de crise, par exemple, et de comprendre que de mettre de l'argent de côté, c'était quelque chose qui était bien, mais plus que bien, c'est que c'était vraiment nécessaire pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Donc essayer de changer en fait l'attitude des personnes par rapport à l'argent et de leur redonner aussi confiance, de leur donner confiance en euh, qu'elles peuvent gérer, prendre des décisions concernant l'argent. Et c'est ça vraiment qui a vraiment un impact, je pense, sur la vie des gens. C'est Ok. cette confiance et cette prise de conscience que, en fait, l'argent, c'est pas quelque chose. Et ce serait pareil pour toi et moi, en fait, quand Ouais, on prend conscience que c'est c'est universel. universel. Quand on prend conscience que l'argent, en Il y a aussi fait, du boulot chez nous. c'est clair, Pas c'est clair, que, c'est clair. pas que dans la Pas que pour société. les personnes en Non, situation de pauvreté, mais c'est vrai que euh, mais et d'autant donc, plus urgent pour eux ouais, que et pour nous. d'autant Ouais. plus urgent pour ces Mhm. personnes-là. Et donc, voilà, donc soutenir ces programmes-là, je pense que c'est une manière. Donc, c'est un soutien financier. En fait, c'est des programmes où nous, plus on a d'argent, en fait, ça nous permet d'avoir plus de partenariats et de faire de former plus de formateurs, en fait, sur place Mhm. et de les soutenir pour qu'ils puissent déployer ces formations.
au Cambodge ou dans les autres pays. En termes de ressources humaines, comme je t'expliquais, on travaille surtout à recruter au niveau local, Mhm. pour pouvoir faire monter en fait les compétences locales, donner des expériences. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et c'est quelque chose qu'on veut continuer. Donc on a assez peu de postes d'expatriés. Mais s'il y a des Non, gens mais ça qui... peut être un local ou justement, bah, je sais pas, ça reste faible, mais ça peut être un Cambodgien qui a vécu en France Oui, ou tout à qui fait. parle français, qui a des compétences en finance ou Ouais. autre. Donc là, Et- on est très transparent sur le recrutement. Tout est publié sur notre site ok, internet. Donc vraiment, euh, allez voir sur le site internet. On est une petite ONG, donc on recrute pas énormément, mais on recrute régulièrement par contre. ok. Et donc, faut aller voir sur notre site internet. S'il y en a qui sont intéressés par les ONG, je recommande vraiment. Dans les ONG, on a besoin de toutes sortes de compétences. Mhm. Et donc, quelqu'un qui est financier peut tout à fait postuler, même s'il n'a pas d'expérience en ONG, peut tout à fait C'est ça qui est intéressant. postuler avec son expérience de finance. Quelqu'un en ressources humaines, quelqu'un en logistique, Voilà, donc toutes les Même compétences, technique, hein. même Moi, je bosse dans techniques. l'architecture et Ouais, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'associations qui cherchent des électriciens, un architecte. exactement. Toi, tu parlais des panneaux solaires. D'avoir quelqu'un qui a des compétences dans l'électricité, c'est crucial dans Ouais. certains développements aussi associatifs. C'est ça que je trouve intéressant. Ok. Donc en Euh, fait, euh, donc en c'est fait, beaucoup oui, plus large de ce s'il y qu'on en a, pense. c'est ça, c'est ça. Donc s'il y en a qui sont intéressés, il n'y a pas besoin de se spécialiser en ONG. Prenez votre spécialité et listez un petit peu, essayez de voir un petit peu renseignez-vous sur les ONG qui pourraient couvrir, qui Hmm. pourraient être intéressés par votre, et allez-y postuler, hein, Ce que je trouve hyper intéressant et que je n'avais pas vu sur ce spectre-là, c'est cet aspect associatif d'urgence, comme tu avais dit, que là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, oui, c'est médiatisé. très Ouais. médiatisé, Croix-Rouge, UNICEF. Pourquoi qu'UNICEF, peut-être aussi beaucoup de développement, je sais pas. Oui, il y a beaucoup de développement. Il y en a beaucoup qui font les deux. Hein, oui. Ils font les deux, mais c'est vrai que c'est celui où on voit médiatiser parce que voilà, il y a des guerres, il y a des sécheresses, des famines, etc. Et j'avais moins vu le spectre du côté associatif développement, Développement, ouais. euh, Qui est beaucoup plus gros que l'humanitaire, en fait. qui est plus gros dans En volume, en en fait. volume. Il y a Ah, beaucoup plus de programmes de développement que d'humanitaire. c'est fou, Tout ce ouais. qui est En soutien. termes médiatiques, c'est l'inverse. Oui, intermédiatique, c'est l'inverse, mais tu as beaucoup de programmes sur plein de trucs, human rights, sur les droits humains, sur des programmes qui soutiennent les hôpitaux, les, le- qui soutiennent comment, euh, les enfants, enfin, tout ce qui est la maternité, des programmes qui vont travailler il y a tellement, c'est C'est... complètement foisonnant, quoi. Ok, C'est énorme. ok. C'est énorme, qui aide les agriculteurs, voilà, il y a vraiment de tout, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a Oh, eu, juste pour complètement autre chose, mais juste pour faire un petit point sur l'actualité. mhm. Je sais pas si tu as entendu, mais quand Trump est arrivé au pouvoir, une des premières choses qu'il a faites, ça a été de dissoudre le USAID, Mhm. qui était l'organisme de financement, mais d'action aussi de l'aide américaine. Donc il y a plus officiellement d'aide américaine actuellement. Ok. Ça a été un Un raz-de-marée, tsunami. un tsunami dans le secteur, parce que c'était plus de 30 milliards de dollars annuels, et ça représentait plus de 30% du volume. Et l'USAID, c'était vraiment une institution incroyable qui Ok. soutenait des programmes partout, qui était vraiment un acteur clé dans énormément d'endroits. Et donc 10 000 personnes ont perdu leur emploi. Mais plus que ça, il y a eu des milliers et des Ouais, milliers de des programmes impacts. qui se sont arrêtés du Mhm. jour au lendemain. Euh, Plein de personnes qui ont perdu leur emploi, et ça c'est clair. Mais plus que ça, c'est qu'il y a plein de personnes qui meurent de ces programmes, de ces Ouais. programmes arrêtés, en fait, et qui ont C'est plus l'impact de ces programmes de ces programmes. Ouais. que ces personnes. Et dans le secteur, en fait, des ONG, on est encore en train de sentir les effets de ça, parce que
tout ce qui est financement, du coup, rebouge parce que les besoins, eux, ils n'ont pas diminué, ils font que amplifier, en gros, Mhm. plus ou moins, malheureusement. Et les financements, tout à coup, ont diminué, paf, d'un coup. Et donc, et suite à ça, il y a la France, les Pays-Bas, il y a eu plein de pays, le UK, qui ont annoncé qu'ils diminuaient aussi drastiquement. Ils n'ont Ah, pas annulé, mais ils ont ok. diminué drastiquement leur aide au développement. Donc il y a beaucoup de financement public de l'aide au développement qui a disparu. Qui a disparu, et donc il y a tout un... Voilà, le, le secteur du développement est un peu en Chahuté. réorganisation, un peu chahuté, un peu... c'est pas facile. Nous, on n'a pas été impacté directement parce qu'on n'avait pas de financement américain directement. Nous, nos Est-ce que vous êtes... financements sont en très gros, un tiers gouvernement australien, un tiers fondation publique australien, et Mhm. un tiers autres, Nations Unies, ça peut être la Asian Bank of Development, la Banque asiatique de développement, ça peut être des bailleurs internationaux plutôt. Et le monsieur tout le monde, et il a un petit pourcentage dans le gâteau Oui, ou c'est dans le tiers dans le truc? australien. Ok. En fait, dans le tiers australien, on est soutenu par... donc c'est essentiellement australien parce qu'en fait, notre équipe de marketing and fundraising, Hmm. ils travaillent sur le marché australien qui est plus facile à pénétrer. Et donc, on a peu de dons internationaux. Ok. Euh, Mais mais euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc dans ce tiers australien, il y a tout ce qui est des fondations, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, d'individus, en fait, qui soutiennent Good Return. est-ce que tu penses que, du coup, avec ce raz-de-marée américain, est-ce qu'il y a eu trop de... Enfin, trop. Est-ce que, justement, trop basé sur des soutiens publics et moins diversifier les fonds? Parce que quand tu es trop basé sur un pilier, tu vois, Hmm. euh, C'est sûr que c'était risqué, ouais. Il y c'était a eu un... beaucoup d'ONG qui ont... Alors, je ne sais pas si elles ont fermé, mais qui sont envahies maintenant. On Mhm. travaillait beaucoup avec World Education, qui est une ONG américaine qui avait aidé à la création de Good Return. Et donc, on avait des liens un petit peu, on était différents, mais on avait gardé des liens. Et World Education ont fermé une grosse partie de leur programme parce qu'ils étaient essentiellement financés par USAID. Mhm. Donc, c'était dangereux de leur part. Ouais. Mais en même temps, USAID, enfin, personne n'avait vu venir... Être, personne n'avait vu venir une dissolution pure et simple de hmm. USAID. C'était sûr que Trump allait arriver, c'est sûr que ça allait diminuer, que les financements allaient diminuer, mais une dissolution, ça a C'était été plus juste que... un truc incroyable, quoi. Ouais, Et les gens, c'était du jour au lendemain, quoi. Ils ont reçu un email en disant c'est fermé. Vous n'avez plus le droit de dépenser le moindre centime. Donc il y hmm. a des gens qui se sont retrouvés coincés dans des endroits dangereux. Ils ne pouvaient pas acheter un billet d'avion Pour rentrer, pour quoi. rentrer parce que enfin voilà, des trucs mais complètement, c'était ahurissant, ahurissant. Lunaire. C'était lunaire. C'était lunaire. Et ah non, ça j'avais pas entendu parler D'accord. de ce raz-de-marée Ouais. qu'il a, Ouais, qui, qui un des continue, nombreux raz-de-marée. ouais, qui met à droite et à gauche. Voilà. Et, mais bon, là, et du coup, ça a quand même un impact important. Ça a un impact important. C'est Bon, clair. j'espère que vous étiez moins impacté depuis l'Australie, et j'espère que ça continuera Oui. bien pour vous. Oui. Donc, je rappelle le nom de l'association. Donc, c'est Good Return en Good anglais, Return, ouais, c'est goodreturn.org. .org, tout attaché. Goodreturn tout attaché.org. Ok, .org. Et de nouveau, c'est un épisode qu'on a fait dans le cadre du podcaston. Donc, il sera publié entre le 14 et le 20 mars. Je Merci. verrai le jour exact. On vous retiendra au courant. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à nous laisser un petit 5 étoiles si ça vous a plu, à partager autour de vous et à faire un don à Good Return également. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci Allez, pour ton accueil. mais de rien. Ciao. À bientôt. Encore 1000 merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et comme toujours, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.